Bienvenue. Il s'observe depuis quelque temps en République démocratique du Congo comme une effervescence dans les microcosmes politiques. Les partis d'opposition ont marché, la police a changé, il y a eu des victimes. Maintenant, le pouvoir a démenti et le parti au gouvernement, c'est-à-dire l'UDPS, explique. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la démocratie. Nous allons parler aussi de la Constitution. Nous allons essayer de comprendre qui a tort, qui a raison dans cette ambiance presque délétère. Bienvenue. Et nous allons recevoir maintenant le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps cadre de l'UDPS, professeur Jean-Claude Chilomba. Comment ça va? Ça va très bien, et vous-même? Non, je vais bien. Ouais, ça fait longtemps. Installez-vous. Merci de me recevoir chez vous. Quel plaisir de vous recevoir sur ce plateau que vous maîtrisez bien, parce que à chaque fois quand je vous invite, à travers le monde, les gens découvrent ou redécouvrent les grands juristes qui est en vous, mais également un politique qui aujourd'hui, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Merci. cadre de l'UDPS. Vous n'avez pas votre langue dans la poche parce que chez les confrères de Radio France Internationale, vous avez déjà annoncé que vous allez toucher à cette constitution. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, ici à Kinshasa. Vous allez essayer de nous dire la vérité, j'espère. Oui, comme d'habitude, vous l'avez dit. Alors, moi je vous pose tout de suite une question beaucoup plus directe. Je vois que vous êtes amené avec la constitution de la République démocratique du Congo, peut-être d'autres constitutions, mais on va essayer d'en parler beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo est encore une démocratie? Bien sûr que oui. Les qualificatifs d'une démocratie, s'il faut parler de standards, c'est en partant du principe que nous sommes une république où le pouvoir est dévolu par voie électorale. Il est exercé aussi démocratiquement avec la participation du peuple à tous les niveaux, notamment au travers de représentants que nous sommes, mais aussi dans le respect des standards de ce que requiert une république démocratique, et ça nous le sommes, bien évidemment, et comparativement à beaucoup d'autres pays autour de nous, un peu plus loin, nous sommes bel et bien une démocratie. Professeur Chilomba, comment dans une démocratie, on interdit aux opposants de manifester leur mécontentement ou leur opposition, y compris dans le Parlement que vous dirigez, parce que beaucoup d'opposants se sont retirés quand vous avez commencé à parler de cette affaire de changement de constitution, la loi référendaire. Il y a 2 jours, on a vu des scènes de répression violente en Kinshasa, des opposants blessés. Est-ce que ça se fait dans une démocratie? Bon, moi je pense qu'il faut qu'on ait... les enquêtes vont déterminer ce qui s'est passé réellement. Ce que j'ai vu, moi, et que vous avez vu, vous aussi, c'est de manifestants qui se réclament de l'opposition avec des machettes toutes neuves. Vous avez vu des machettes. Donc Fayoul avait une machette, c'est ça, une machette, Kabound une machette. On a des images de ça? Oui, je peux vous les montrer. Kabound avec une machette? Non, non, je ne dis pas que Kabound avait une machette. J'ai dit que j'ai vu les manifestants, les opposants avec des machettes neuves. J'ai des images ici, si vous voulez bien les projeter, vous allez les projeter, c'est des images authentiques. Ça, c'est une évidence. Je sais que dans tous les pays du monde, la police, il arrive qu'elle soit agressée, nous l'avons vu en France, elle peut se défendre. Mais ici, ce qui compte le plus pour moi, c'est que nous attendions les résultats des enquêtes indépendantes pour qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Mais tout le monde sait qu'en RDC, lorsqu'on annonce des enquêtes, c'est qu'on veut adormir les gens. Quant à dire, par exemple, que les opposants ont été empêchés à s'exprimer, ce n'est pas vrai. Les opposants ont été reçus à l'hôtel de ville, ils ont eu des discussions et c'est constitutionnel que ces discussions aient lieu. Même nous, lorsque nous étions dans l'opposition, nous le faisions. Ils ont trouvé des compromis sur l'itinéraire de leur activité, ce qu'ils devaient faire. En ce jour où le Parlement s'est trouvé en session. Et nous avons des règles parce que si, par exemple, l'opposition avait besoin de s'adresser au Parlement, elle sait ce qu'on fait,
elle devrait s'adresser à nous Mais pour nous donner les modalités de dépôt de son Monsieur le mémorandum. Éventuellement, si Monsieur n'a pas le été fait, nous vice-président, n'attendions pas l'opposition Monsieur à le l'Assemblée. vice-président, les 13 parlementaires étaient bien des parlementaires. Ils ont écrit au maréchal Mobutu. Et les 13 parlementaires n'ont pas subi ce que certains élus ont subi avec vous. La question est, Comment? Les 13 parlementaires n'ont pas subi quoi? est-ce qu'on les a bâillonnés Les tels que 13 vous avez parlementaires ont été bâillonnés, Non, déportés, torturés, tués, emprisonnés, et ça a été ça leur vie. Je parle des manifestations publiques. J'ai dit qu'il n'y en a pas eu. Les 13 parlementaires, dès qu'ils ont osé écrire, et leur sort, vous le connaissez, ce n'était pas le sort des personnes qui prenaient le micro à l'Assemblée. Ils se sont retrouvés dans des prisons à Luzumu, à Boulou. Est-ce que vous vous rappelez encore des Donc, la opérations comparaison ne ville tient pas. morte décrétées par Étienne Tshisekedi, décrétées par l'Issoras, décrétées par jusqu'au pillage? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces opérations ville Mais morte? Comment l'opération ville morte des opposants, ici, que vous pensez dire... Personne n'a empêché l'opération Attendez, ville morte. attendez. Oui, mais L'opposition on a a mis lancé son mot d'ordre de ville morte. Oui. Nous sommes libres constitutionnellement d'évaguer à nos occupations. Nous l'avons fait. Et nous avons été en plénière, nous avons tenu notre Ma plénière question à et moi- d'autres institutions fonctionnaient. Ma question les à étudiants moi- sont allés à l'université, les élèves en dehors de Donc, pour quelques-uns vous, c'était une ont réussite, été intimidés parce qu'il y a ce message que vous avez vu qui a Attendez. circulé, selon lequel on s'en prendrait au véhicule, on casserait, on allait détruire. Attendez. Selon vous, cette opération ville morte, échec ou réussite? C'est un échec. Échec avec ce qu'on a vu? C'est un échec. Les rues vides, Non. les marchés vides. Non. Les rues Mais on n'étaient va vous pas- balancer les non, images, hein. Non, attendez. On a vu les gens en train de menacer les fonctionnaires et les magasins pour ouvrir. Ne dites pas que vous avez vu les gens en train de menacer les fonctionnaires. Commencez par dire que la veille de cette ville morte, l'opposition s'est réunie et nous avons vu les communiqués, les tweets des responsables de l'opposition qui ont menacé les paisibles citoyens de perdre leur véhicule s'ils osaient sortir. Et ça, vous et moi, à leur place, vous pouviez, dans les premières heures de la journée, vous abstenir et observer ce qui se Mais passait. c'est ça que vous C'était faisiez, tout à fait vous, logique. pendant 32 ans. Nous n'avions jamais menacé de casser les Pardon. véhicules. Nous avons mené une opposition réellement non violente. Non, nous Jean-Claude lancions le message avec cette forte Attendez. légitimité que nous avions Jean- et le peuple obéissait. Jean-Claude Chilumba, vous ne vous rappelez pas les opérations ville morte d'Étienne Tshisekedi? Non, jamais Vous été ne vous de rappelez façon pas violente. les bus calcinés? Non. Les bus calcinés? Non. Vous ne vous rappelez pas le 13e rue bloqué? Vous voulez concrètement me dire que ville morte signifie appeler les gens à casser, à vandaliser, à détruire, comme ça a été le cas avec le message que nous mais avons qui eu. a cassé pendant 32 ans? C'est pas vous? Nous n'avons pas cassé. Nous avons mené une opposition non violente et cela nous ressemble. Qui a occasionné les pillages? Là, nous C'est pas ressemble. vous? Non. L'UDPS n'a jamais pillé. Revenons à la démocratie. Expliquez-nous la raison d'être de l'IDPS au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que c'est de donner la vie sociale aux gens? C'est de donner la liberté aux gens? C'est de reconquérir les territoires aujourd'hui occupés? Ou c'est de changer la Constitution? Quelle est votre priorité? Je vais dire que légiférer ou battre les lois d'un pays ne doit pas forcément faire l'objet du projet de la société, parce que ça, c'est une activité routinière de tout gouvernement, de tout État qui se gouverne. Ça signifie que ça ne doit pas être forcément cela. Mais nous sommes arrivés au pouvoir parce que nous avons fait des promesses très fermes à cette population, et ces promesses sont bel et bien en train de se réaliser. Moi, ce n'est pas à vous que je parle. Je vous ai vu récemment devant l'université officielle de Mbujimayi, en Mbujimayi, et je crois que, honnêtement, vous l'avez dit peut-être à votre manière, vous avez vu une ville que vous n'avez pas reconnue. Une ville totalement transformée, une ville totalement construite. Les routes, les avenues, les boulevards sont faits. Un grand Mais vous ne répondez aéroport pas à en ma construction, question. s'il vous Quelle plaît. est votre Je priorité suis en train aujourd'hui? de vous dire que lorsque nous sommes créés comme l'IDPS, nous sommes appelés Union pour la démocratie et le progrès social. Sans quoi son Et temps? cela, nous sommes en train de le faire réellement. Nous sommes en train de relier les provinces avec des routes haute facture. Vous en avez trouvé une qui va relier Mbujimayi à Bukavu, elle est en construction. La nationale numéro 2.
vous en avez trouvé une qui traverse, vous étiez en Moujima, je ne veux pas de Moujima où vous avez été dernièrement, je vous ai vu, qui traverse la province du Kasaï oriental, qui traverse l'Olomami, qui va jusqu'à Ngouba, Lualaba, et qui est parti de Mwanda qui avance. Vous en voyez qui se construit partout. C'est bien évidemment pour que le social de ce peuple soit amélioré de manière durable. Mais le social est là, Jean-Claude Chilomba. Et le social, c'est les gens qui sont impayés ou mal payés. Non. Le panier de la managère qui pose problème. Les gens qui vivent dans une insécurité persistante. Ici à Kinshasa, la saleté, les embouteillages. C'est ça les sociales que vous n'arrivez pas à réaliser. Des gens qui sont impayés ou mal payés, vous limitez ça au social. Moi, je sais que d'abord, ici, lorsque vous prenez dans le secteur public, vous savez que nous avons fait ce que personne n'a fait depuis que ce Congo est Congo, ça c'est clair. Maintenant, le social, ce n'est pas seulement ça. Il faut commencer par la macroéconomie. Il faut commencer par fonder les bases de la croissance économique et redistribuer par la suite. Vous ne pouvez pas fonder ces bases dans un pays totalement enclavé comme il a été, comme nous l'avons trouvé, un pays qui n'a pas de route, un pays qui n'a pas de chemin de fer, un pays qui n'a pas de pont, un pays où les populations ne pouvaient pas se côtoyer. Ceux qui produisaient dans les campagnes ne pouvaient pas transférer en ville le fruit de leur production, le vendre et nourrir les enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et vous avez vu, nous vous avons donné des éléments de cela. Des 3000 routes que nous avons trouvées asphaltées depuis 1960. Nous en sommes à 9000 en seulement 7 ans. Et ça, c'est visible, c'est du réel. Vous voyez ça dans la ville de Kinshasa. On revient. Donc, on ne peut pas, nous, en train de discuter à ce moment de cela, parce que des évidences l'indiquent. Ce qui est vrai, c'est que nous reconnaissons que nous n'avons pas encore fait tout ce que nous devions faire pour notre population. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Mais il faut structurer, il faut qu'on arrive à structurer les développements pour qu'il parlons un peu droit. Parlons droit. Vos collègues vous suivent. Les étudiants en droit vous écoutent. Vous êtes un avocat international d'ailleurs. Tshisekedi Félix a prêté serment pour protéger la Constitution. C'est qu'il fait. Je n'ai pas posé ma question. Pour protéger la Constitution et les lois de la République démocratique. C'est qu'il fait. Expliquez-nous par quelle magie lui-même qui est président grâce à cette constitution est en train de vous autoriser, vous députés, à trucider cette constitution. Pourquoi vous dites qu'il est en train de nous autoriser? Nous, députés, parce que les opposants disent que vous êtes devenu la caisse de résonance. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation du président de la République pour faire ce pourquoi nous avons été élus. Légiférer, c'est notre travail. Nous avons un mandat que nous avons reçu de notre peuple. Mais vous légiférez en violant la Constitution. Ce mandat est différent de celui que le président de la République a reçu. Nous ne recourons pas à lui pour faire le travail que notre peuple nous a confié. Et lorsque vous dites que le président a prêté serment, est arrivé au pouvoir grâce à cette constitution, qu'il a prêté serment de respecter la constitution, bien évidemment, et les lois surtout. Le président a prêté serment de respecter la constitution, il la respecte. Et respecter la Constitution, ça signifie quoi selon vous? Respecter la Constitution. Vous avez vu la loi référendaire que vous avez votée? Respecter la Constitution, ça signifie quoi? La Constitution elle-même, ça il faut que notre peuple le comprenne. La Constitution elle-même dit que pour être respectée dans certaines circonstances, révisez-moi. C'est ce qu'elle a dit. Oui, mais ce n'est pas ce que vous faites. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pas ce que vous faites. Est-ce qu'on se comprend bien? Elle a dit révisez-moi. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. C'est pas ce que vous faites. Lorsque une gouvernance s'engage, par exemple, à réviser sa constitution, ça ne suffit pas qu'on ne respecte pas la constitution. La meilleure manière même de respecter une constitution, lorsqu'on trouve que les dispositions obsolètes sont en train d'être, par exemple, obsolètes. Oui, ça existe dans des constitutions. Obsolètes. Et dans toutes les lois, bien sûr. Nos constitutions sont joncées. Vous êtes en train de parler comme Bochard. J'ai dit nos dispositions a vieilli. Nos dispositions sont jonchées. Vous êtes juriste et constitutionnaliste, vous parlez Nos constitutions sont jonchées de ces dispositions-là, souvent obsolètes. Je vais vous en donner des exemples. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire la retenue à la source. Ce n'est pas nous. Nous avons trouvé une constitution vieille. C'est pas. Nous avons trouvé une constitution. C'est pas l'obsolescence. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. C'est la non-observation. Non, la non-observation, elle s'applique lorsque les conditions d'observation sont requises ou sont réunies. Et ici, nous avons tout simplement compris que ces conditions ne sont pas réunies. Vous parlez de la loi référendaire. Je veux que
nos concitoyens qui nous suivent, dans laquelle vous citez nommément le président de la République. Vous parlez de la, s'il vous plaît, vous parlez de la loi sur l'organisation du référendum. Oui. Je voudrais bien... Qui n'était pas prévu. Je veux bien... Qui n'était pas prévu où? Dans cette constitution. Bon, je veux maintenant que vous et nos compatriotes qui nous suivent ouvrent la constitution et la lisent. L'article 5 de cette constitution, ici, de la constitution de la République, prévoyait de son adoption qu'une loi sur l'organisation du référendum soit adoptée et qu'une loi électorale soit adoptée. Pourquoi elle n'a jamais été faite? S'il vous plaît, nous avons adopté... Est-ce qu'il est dit nommément dans cet article 5 qu'il faut mettre en place une loi référendaire? Oui. Où? Oui. On peut la lire ensemble. Lisez l'article 5, nous devons la lire avec vous. On passe par le référendum. Non, s'il vous plaît. La loi sur le référendum est bel et bien prévue à côté de la loi électorale. Et la loi électorale, elle, nous l'avons déjà mise en place depuis très longtemps. Imaginez-vous qu'on ait vécu de tout ce temps ici sans une loi électorale, que serait notre démocratie. Et aujourd'hui, la Constitution nous enjoint, depuis son adoption, à nous doter d'une loi qui devrait organiser le référendum ou les modalités d'organisation du référendum. Nous ne l'avons pas fait. Lorsque le Parlement de la République se réveille aujourd'hui et trouve qu'il est nécessaire de mettre en place cette loi parce qu'elle est une obligation. La loi indiquée pour aller au changement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le rôle de la loi qui est là, la loi référendaire, parce qu'elle n'existe pas. Non, la loi elle existe. Elle a été. Regardez, je vais vous lire l'article 5 de cette constitution. On vous dit ici, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par voie de ses représentants. Aucune fraction du peuple. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Loi électorale. La loi fixe les conditions d'organisation de l'élection et du référendum. Et celle qui fixe les conditions d'organisation de l'élection, nous l'avons déjà. Il manque dans cette obligation constitutionnelle la loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum. Et nous devrons l'avoir. Cette loi est un devoir nous assigné par cette constitution et le Parlement fait son travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi désormais que la constitution nous demande d'adopter une loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum? C'est vous qui dites, les constitutionnalistes, vous êtes les étudiants en droit vous écoutent. Je veux que notre peuple ouvre la constitution. Je veux que vous la lisiez vous-même à son alinéa 3. L'article 5 dispose: la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. C'est la loi électorale. Non, celle qui fixe les conditions d'organisation des élections, nous l'avons déjà. Et il y a une loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum. Ma question est la suivante. Nous devions l'avoir. La question est la suivante. Et en cela, en quoi est-ce le Parlement qui a réussi son mandat de faire cela lorsqu'il le fait, il a péché? Je pose plutôt la question autrement. Est-ce que toute cette gymnastique que vous êtes en train de faire... Qui viole la Constitution maintenant? C'est vous? Nous qui faisons ce que la Constitution nous a demandé de faire, ou vous qui refusez que nous le fassions alors que nous en avons le mandat? Laissez-moi poser ma question. Est-ce que cette gymnastique presque rocambolesque que vous êtes en train de faire... Dites-moi si... n'a pas pour objectif d'abord, parce que comme vous savez auparavant, que l'article 220 verrouillait le nombre de mandats et la durée des mandats. Vous savez que la forme de l'État était immuable. Vous vous êtes dit, d'ailleurs le président l'avait dit d'ailleurs qu'il allait mettre en place une commission pour réfléchir autour de cette constitution. La commission qui n'est jamais arrivée parce qu'il y avait toute cette machine qui empêchait cette commission de fonctionner. Maintenant que vous avez ouvert, la commission va pouvoir fonctionner. Est-ce que vous ne faites pas tout ceci pour permettre tout simplement l'objectif que vous poursuivez, c'est déverrouiller les 220, changer le nombre de mandats et la durée de mandat. Ce qui est devenu pour vous une priorité des priorités. Jimka, je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui se réclament d'être des auteurs de cette constitution. Oui, forcément Pouya. Bon, je suis autant, je ne sais pas citer tout le monde. Ceux qui vous disent que j'ai été l'auteur de tel article, j'ai été l'auteur de tel article. 220, c'est Mampouya. Oui, 220, moi je trouve que... Il a dit,
Tous les combats, y compris de Tshisekedi, étaient faits pour ne pas que quelqu'un reste le plus longtemps au pouvoir, que quelqu'un ne puisse pas dépasser, etc. 220, c'est une version corrigée de l'article 89 de la Constitution française. Les Français ont choisi de juste verrouiller la forme républicaine du gouvernement. Et nous, comme on aime toujours ajouter, sans toujours en vérifier les conséquences, nous avons ajouté autre chose. Nous avons ajouté, entre autres, les révisions ayant pour objectif de réduire les droits de l'homme, les droits de provinces, d'entités territoriales décentralisées, tout ça, nous avons ajouté. Pour voir à la base. Ça a des conséquences, il faut qu'on en parle maintenant. Ça signifie que... Non, répondez à ma question. L'évidence... L'objectif premier de tout ça, oui, déverrouiller 220 et permettre... Non, nous n'avons pas, nous, cet objectif. Il faut qu'on se comprenne. Le nombre de mandats il faut que l'on se comprenne, Jimka. Nous, la mission que nous avons reçue de notre peuple comme député, c'est celle de mettre en place la loi qui fixe les conditions d'organisation du référendum. Et le référendum, c'est quoi? Le référendum, c'est l'unique moyen. C'est l'unique moyen. Vous avez créé le cadre. Le référendum, Jimka, c'est l'unique moyen que cette constitution confère à notre peuple pour exercer directement sa souveraineté. Il n'y a pas de moyen. Article 64 aussi. Hein. Non, je vais vous expliquer. 64 aussi. J'ai dit, c'est l'unique moyen, le référendum, par lequel cette constitution confère à notre peuple le pouvoir d'exprimer sa souveraineté. Parce que je vous parlais de la Constitution française, le modèle type que nous avons emprunté, l'article 5 que nous évoquons... Les droits comparés existent. Oui, l'article 5 que nous évoquons ici, c'est l'article 3 de la Constitution française. Mais nous, parce que nous avons ajouté, voici ce que nous prenons. L'article 3 vous dit la souveraineté populaire, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par référendum. Nous ajoutons, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout pouvoir émane du peuple. Jusque-là, on s'entend. Et le peuple l'exerce comment? Nous ajoutons, il l'exerce au travers de ses représentants, ou directement par voie de référendum. Lorsqu'on dit que le peuple exerce directement sa souveraineté par voie de référendum, ça signifie quoi? Ça signifie que... Donc vous allez consulter à travers. S'il vous plaît, je vais vous expliquer. Oui. D'abord, entrons dans l'historique de la Constitution française. Pourquoi cette disposition intervient? Elle intervient parce qu'elle venait mettre fin au débat doctrinal entre les différences qu'on trouvait dans la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Les Français se sont dit, attention, il faut éviter que le peuple se trouve face à un vide dans les conditions d'exercice de sa souveraineté. Il faut lui créer un cadre juridique d'exercice de sa souveraineté. Et c'était exactement pour éviter les révolutions brutales, comme nous avons entendu certaines personnes vous dire ici qu'on ne peut changer de constitution qu'en cas de révolution brutale ou de coup d'État. Non, le changement de constitution dans la logique de la constitution française que nous avons empruntée, et vous pouvez vous souvenir de ce livre très vanté ou vendu de François Mitterrand, le coup d'État perpétuel. Oui, de Gaulle. Le coup d'État permanent. De Gaulle. Le coup d'État permanent de Gaulle, c'était quoi? C'était exactement cette disposition, l'article 3 de la Constitution française, qui permettait ainsi au président de la République et au peuple français de se saisir à tout moment de sa souveraineté pour l'exercer. Par exemple, d'intervenir... Avec le référendum. S'il vous plaît. Voilà. Avec le référendum. Avec l'expression de la souveraineté du peuple. Oui. Il faut le dire. Le même référendum l'a porté. Lorsqu'on dit la souveraineté, Jimka, le concept a été inventé par Jean Bodin dans ses 6 livres de la République en 1576. Lorsqu'il dit la souveraineté, il la traduit littéralement par la compétence. S'il faut traduire ça, comme je disais, littéralement, c'est un peu la compétence des compétences. Le pouvoir à tout faire, le pouvoir à faire et à défaire. Et Jean Bodin, lorsqu'il le dit, c'était en comparaison à la concurrence que des instances supérieures, soit spirituelles, soit divines, soit humaines, devraient faire au peuple qui était le détenteur suprême de cette souveraineté. Et c'est ça l'élément que les Français ont bien conjugué dans cette constitution à l'article 3 pour dire cette souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par référendum. Le peuple peut arrêter le temps. Ça signifie qu'à tout moment, il peut siffler pour dire arrêtez-vous, messieurs.
Et maintenant, le reste, c'est la délégation. Tout ce qui est dans la Constitution, c'est le pouvoir délégué. Ça, c'est ce que le peuple nous a délégué. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci. Mais la souveraineté, moi, je la garde essentiellement parce que je l'exerce par voie de référendum. On a bien compris. Et donc, nous, ce que nous mettons en place, ce n'est pas un projet de révision des constitutions, ce n'est pas un projet de changement des constitutions. Nous mettons en place l'instrument que le peuple, par laquelle vous allez faire ça. L'instrument que le peuple souverain en toute sa souveraineté, nous a demandé de mettre en place. Et d'ailleurs, vous allez le constater. J'ai entendu des gens qui disent, écoutez, bon, le peuple n'a pas demandé que vous mettiez tel organe dans la loi. Mais écoutez, lorsque le peuple nous a demandé de mettre en place la loi électorale, est-ce que le peuple nous a dit dans cette constitution que vous allez mettre en place des BRTC, vous allez mettre en place des secrétaires exécutifs en province? Le peuple nous a dit de mettre en place la loi électorale. Et les organes d'exécution de cette loi électorale, c'est nous, le Parlement, dans notre pouvoir législatif, qui les avons mis en place. Dites-moi. Lorsque, en 1976, le Conseil constitutionnel français est interrogé pour répondre à la question de savoir quelle différence il fallait établir entre la souveraineté exercée par le peuple directement et celle exercée par le peuple par ses représentants, il a énuméré les représentants du peuple. Il a dit que ce sont les élus du peuple, le chef de l'État, les députés nationaux et les élus locaux. C'est nous donc à qui le peuple a déféré cette souveraineté. C'est à nous de l'exercer parce qu'il nous l'a conféré. Est-ce que je peux poser ma question? Le reste de celle qui l'exerce par référendum, c'est sa souveraineté à lui. J'ai bien compris. Jean-Claude Chilombaye, le peuple vous écoute. Vous êtes un cadre influent de l'ISP. Et Félix Tshisekedi vous écoute parfois. Ou souvent d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes au Parlement. Qui vous dit que le peuple va, si vous allez le consulter par référendum, vous accorder ces changements de constitution? C'est en cela qu'il est souverain. Non. Qui vous dit? C'est en cela qu'il est souverain. Je vous dis bien, c'est en cela qu'il est souverain. C'est pourquoi De Gaulle posait souvent la question de dire, si vous faites ça pour m'aider à bien gouverner, je continue. Si vous ne faites pas, je démissionne. Est-ce que vous comprenez? Parce que De donc Gaulle... Félix Tshisekedi va démissionner si jamais le référendum dit non. Non, attendez. Le référendum ne porte pas sur ces options de gouvernance. Oui. Le référendum, s'il est là un jour, c'est parce que les aspirations du peuple l'auront voulu et que le peuple va se prononcer sur ça. Pourquoi j'ai dit De Gaulle disait je démissionne? C'est pour vous dire que le peuple a toujours cette latitude de dire non. Et en France, les cas sont légion où nous avons vu le peuple consulter exactement pour se prononcer sur ce genre de choses, dire non. Même lorsqu'il s'agit, ou il s'est agi de voter la Constitution européenne. Mais le peuple a dit non. Il avait dit non. Il a refusé. Il avait dit non. Ça ne signifie pas que tout le temps qu'il est consulté par référendum, c'est pour qu'il dise oui. Et c'est là même que... D'où ma question. Les gens qui ont peur du référendum, du recours au peuple... Ils ont peur de tricherie. Ont peur de la démocratie. Non, ils ont peur de tricherie. Ils ont peur de la démocratie. Ils ont peur que ça soit galvaudé. Moi, je crois que la grosse bataille, parce qu'ils ne sont pas capables de nous dire en vertu de quels principes ils peuvent empêcher à un peuple de se prononcer par référendum sur des options fondamentales de son existence. Ça n'existe pas en droit. Et vous avez fait ça. Ils ne peuvent pas nous dire ça. Sur cette même constitution, vous avez fait ça. Nous l'avons dit. Vous avez boycotté le référendum de 2006. Nous l'avons fait 2005. Nous, 2005. Nous, IDPS, nous, partis... Vous avez boycotté. Nous, partis politiques IDPS, nous avons boycotté le référendum. Oui. C'est une expression aussi de notre vote, mais nous n'avons pas empêché au peuple de se prononcer au référendum, il l'a fait. Oh. Et lorsque le peuple l'a fait, lorsque le peuple l'a fait, s'il vous plaît, lorsque le peuple l'a fait, nous n'avons jamais ignoré cette constitution comme nôtre, mais seulement que nous avions promis que lorsque nous serons arrivés, nous allons reposer la question au peuple dans des conditions les plus transparentes qui soient pour que le peuple nous dise si c'est cette constitution qu'il veut ou une autre. N'est-ce pas? Mais nous n'avions jamais mené une action consistant à empêcher notre peuple à se prononcer par référendum. Mais vous avez dit que la transition devrait s'arrêter au 30 juin 2005. Et lorsqu'elle s'arrêtait au 30 juin, ce n'était pas au moment que le peuple s'était prononcé. Écoutez bien, la transition, elle a été menée sur base d'une constitution
consensuelle qui n'avait rien à voir avec tout cela, et que cette constitution disait que la transition s'arrête au 30 juin, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui avons inventé l'idée que la pourquoi transition Bemba avait s'arrête menacé de vous envoyer des chars? Mais Voilà. en fait, ça c'est d'autres problèmes. Nous avions lu la même constitution qui régissait la transition, elle avait dit qu'au 30 juin, la transition s'arrête, parce qu'au 30 juin, on devait avoir les institutions élues démocratiquement. Et ça n'a pas été fait, nous avons réclamé cela. Lorsque Joseph Kabila, après avoir consommé ses 2 mandats, il glisse dans le vide. Il n'a pas posé la question. Pas dans le vide parce que vous avez des premiers ministres il glisse dans le vide. Sami Badibang était IDPS, il glisse dans le vide. Où était le vide? Il glisse dans le vide. Oui. Il n'a pas posé la question au peuple de savoir je glisse ou je m'arrête. Et il devait le faire pendant que la Constitution lui conférait encore le pouvoir de poser cette question au peuple. Revenons, pas après qu'il ait perdu légalement et constitutionnellement son mandat. À cette émission qui est très, très suivie en ce moment. Les gens vous suivent à la phrase près. Je vous ai posé la question, vous allez savoir si vous, IDPS, vous êtes certain que votre acharnement pour ce référendum va vous donner le oui et que le peuple, le vrai, le grand peuple est avec vous. Pourquoi vous dites notre acharnement pour le référendum? Pour le moment, ce que moi je sais, c'est que le Parlement de la République, nous les députés nationaux, sous pression de notre peuple qui avait adopté cette constitution. Par quel moyen? Sous pression de notre peuple, nos électeurs. Le peuple vous l'a dit quand? Nos électeurs, chaque fois que nous rentrons dans nos vacances, nous posent la question, mais pourquoi la loi électorale vous avez respecté ce que nous avons dit? La loi portant organisation, modalité d'organisation du référendum, vous ne l'adoptez toujours pas, alors qu'elle est exigée par la Constitution. Nous nous acquittons du devoir sacré nous imposé par notre peuple, parce que chacun lise dans sa constitution qui tient dans ses mains, il verra que cette constitution a obligé le Parlement de la République de doter le pays de la loi portant modalité d'organisation du référendum. Ma question était, qu'est-ce qui vous prouve, vous, IDPS? Mais c'est une compétition électorale. Quand est-ce que vous avez... Attendez, si cela arrive un jour, si cela arrive un jour, nous irons. Est-ce que vous pouvez me montrer un rapport de vacances parlementaires ou une consultation d'un quelconque peuple vous demandant de faire ce que vous faites? Bon, vous, Jimka, moi je vous montre ça parce que vous êtes qui? Moi je suis élu, le peuple m'a conféré sa souveraineté pour l'exercer conformément à cette constitution. Mais ce peuple vous l'a dit quand? Attendez. Il vous l'a dit quand? Il me l'a dit lorsqu'il m'a investi de ce pouvoir de le représenter, c'est dit dans la constitution. Sur 500 députés, combien ont ça? C'est dit dans cette constitution, le peuple a dit dans cet article 5 que sa souveraineté, il l'exerce par nous, ses représentants. Ça on a compris. Et nous, ces représentants qui avons réussi ce mandat, c'est nous qui avons réussi ce mandat, qui avons adopté cette loi-là. Parce que cette loi ne vient pas du néant. Elle est inscrite dans la Constitution, dans ce même article. Le peuple a demandé dans cette Constitution que nous l'adoptions. Et nous avons commis l'erreur de désobéir à ce peuple depuis près de 20 ans. Nous avons adopté la loi électorale qui est dans ce même dispositif et nous n'avons pas adopté la loi portant modalité d'organisation du référendum. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en tout cas, nous ne violons aucune disposition de cette constitution parce que vous lisez le français comme moi, vous avez vu que la loi est imprescrite de la constitution. Nous ne sommes qu'en train de faire ce que le peuple nous a demandé de faire. Est-ce que vous savez que nous sommes en train d'être suivis en ce moment? Bien sûr. À Bukavu? Bien sûr. À Goma? Bien sûr. À Bunagana? Bien sûr. Dans le Massissi? Ouais. À Rutshuru? Oui. Et que vous faites tout ça sans ce peuple-là? D'abord, il faut noter que nous... Sans ce peuple-là? Nous, tout ce que nous faisons, et le président Tshisekedi l'a démontré, plus que quiconque, ceux qui ont créé cette guerre, qui sont allés signer des pactes avec les étrangers, qui ont amené les Rwandais sur ce territoire, depuis 1996, ne se sont jamais souciés de la situation de nos populations de l'Est, comme le président Tshisekedi le fait aujourd'hui. Et il le fait de manière très claire et déterminée. Ça, c'est un. Votre référendum, là, vous êtes en train de le faire sans le peuple de l'Est. Jimka, je voudrais que vous... Sans le peuple de l'Est. Je voudrais que vous distinguiez l'exercice démocratique d'un parlement qui légifère et un éventuel référendum qui pourrait être organisé. Pour le moment, ce que nous faisons à l'Assemblée, nous n'avons pas appelé, nous, au référendum, Jimka. Nous avons, s'il vous plaît, nous sommes en train de mettre en place
l'instrument constitutionnel exigé par notre peuple, c'est la loi portant modalité d'organisation du référendum. Ça signifie qu'au moment venu, si les institutions habilitées à consulter le peuple par voie de référendum doivent le faire, elles devront recourir à cette loi-là. C'est à ce moment précis. On a bien compris. C'est à ce moment précis. C'est à ce moment précis. C'est à ce moment précis que vous poserez la loi. Mais je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que les Français avaient une constitution en 1946, n'est-ce pas? Et que cette constitution régissait la France. 4e République. 4e République, sans problème. Oui. Pourquoi les Français ont changé cette constitution? C'est De Gaulle. Il n'y a pas eu un coup d'État en France comme d'aucuns enseignent ici pour dire que pour changer des constitutions, il faut un coup d'État, il faut une révolution violente. Ça n'a pas eu lieu. Non, ma question. Les Français ont changé cette constitution pour un événement qui s'est déroulé loin de leurs frontières. C'est la guerre en Algérie. Oui. Et pendant ce temps, l'Algérie était sous tutelle française, n'est-ce pas? Était française. Et voilà, c'est pour vous dire que le changement de la constitution française l'a été tout simplement parce que la France avait choisi de conférer un peu plus de pouvoir au président de la République afin de lui permettre de gérer une situation qui existait déjà. Ça signifie qu'en ce moment précis, moi j'imagine ma question n'est pas là. Que si un jour, permettre au président de la République d'avoir suffisamment de pouvoir et de moyens pour gérer la situation de l'Est exigerait un référendum. Il n'en a pas aujourd'hui. J'ai dit si un jour. Il n'en a pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Nous parlons français, Jimka. Oui, d'accord. J'ai dit si ma question. J'ai dit si un jour. Permettre au président de la République d'avoir un peu plus de pouvoir et de moyens pour gérer la situation de l'Est, exigerait un passage par référendum, il le faut. Parce que pourquoi est-ce vous allez par exemple transporter des textes en France, vous les copiez tels, vous les amenez ici, juste vous en réclamez, c'est moi qui ai écrit, c'est moi l'auteur. Mais interprétez-les à l'aune de l'interprétation que les Français ont faite de ces textes. Dites-moi. Ça signifie qu'aujourd'hui, on peut me dire pourquoi les Français sont passés de la Constitution de la 4e République à la 5e République et qu'ils ont pu mettre en place tout ce dispositif que nous avons de manière mimétique transporté de la France pour emmener chez nous. Et loin de nos cultures, je reviens à ma question, loin de nos mœurs et très loin des souhaits de notre population. Je reviens à ma question, s'il vous plaît. Willy Michiki et des députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont quitté le Parlement. D'abord, pour quelle raison? Parce que vous êtes vice-président du Parlement, d'une part. Et puis d'autre part, Nanga dit, si vous votez ce changement de constitution, vous serez hors la loi et la République est vraiment balkanisée. Est-ce que vous êtes conscient de ces dangers? Très bien. Nanga dit si vous votez le changement de quelle constitution? Ben, la vôtre, là, de l'UDPS. Là où il est à Goma, il gère avec quelle constitution? Celle-ci? Celle-là? Non, il gère avec quelle constitution? Celle-là? Dans quel article de cette constitution on lui a dit qu'on prend les armes, on viole, on tue, on occupe des territoires, on brûle. Dans cette constitution, il est dit où ça, en article 64, on peut s'opposer. Dans quel article de cette constitution il s'oppose. On a dit qu'on viole, on tue, on brûle, on va prendre des armées étrangères, on les amène au pays, on exploite les minéraux clandestinement. Dans quel article de cette constitution? Non, mais lui, Nanga, qui vous dit ça, lorsqu'il est allé rejoindre ce mouvement rwandais, qu'il a trouvé, qui est un mouvement qui sévit depuis 1996. Lorsqu'il a fait sa sortie pour justifier le pourquoi il était dans cette... mauvaise gouvernance, violation des textes, il a répondu clairement, il a dit que son objectif était d'aller à Kinshasa, de prendre le pouvoir, d'échanger la constitution pour installer un État fédéral. Vous ne l'avez pas suivi? Oh, ça c'est un débat. Non, est-ce que vous ne l'avez pas suivi? Oui, j'ai suivi, mais... C'est pour vous dire quoi? Le fédéralisme, c'est on peut être assez, excusez-moi, passez-moi le terme, idiot, pour penser qu'en même temps on dit qu'on protège la Constitution, on va à Kinshasa pour renverser les institutions établies par cette Constitution et changer de Constitution pour mettre en place un État fédéral. Non, mais moi je vous pose la question. C'est pour vous dire que... Oui. Si vous adoptez votre nouvelle Constitution, est-ce que vous n'allez pas balkaniser le pays? Lorsque nous entendons ce genre de choses, bien évidemment que moi j'estime que c'est des bruits inutiles
qu'un individu perdu est en train de faire. Mais la question que vous avez posée ici sur le fait que les députés de l'Est sont sortis de la salle, d'abord c'est une réponse. La session ici, ils ont boycotté, même la prochaine. C'est une réponse à l'une de vos préoccupations. Si les gens sont libres de s'exprimer ou pas. Je crois que c'est le rôle d'un député. Ils ne partagent pas ce que vous faites. faites. C'est le rôle d'un député qui est représentant de la nation, qui peut estimer que la direction d'un débat ne lui plaît pas et manifester son opposition à cela. Et dans les pratiques parlementaires, ça se fait de plusieurs manières. Mais ils ont tort ou raison? S'il vous plaît, dans les pratiques parlementaires, ça se fait de plusieurs manières. Oui. Il y en a qui protestent, il y en a qui peuvent boycotter. Bien compris, mais l'air des desiderata, c'est qu'ils ont dit, ils ont tort ou raison? Moi, je ne sais pas. On a écouté les déclarations de Vichy que les autres, leurs amis. Je ne sais pas vous dire qu'ils ont raison, ils ont tort, ou ils ont tort. Je ne sais pas vous le dire. Moi, c'est moi qui ai dirigé la plénière, qui consistait à auditionner les ministres sur la gestion de l'état de siège. C'est moi qui ai dirigé la plénière. Et que, conformément au règlement intérieur, notre règlement intérieur, un député a demandé parole conformément au règlement intérieur et il a soumis une motion incidente. Qu'est-ce qu'il dit dans sa motion incidente? Écoutez, Monsieur le Président, nous avons eu ces ministres en commission il y a à peine une semaine pour leur poser les mêmes questions. Ils se sont suffisamment étalés sur cette question qui est une question sécuritaire. J'estime que le cadre ici... Mais pourquoi vous n'avez pas réuni Vous avez posé la question. Allez-y. Ce cadre n'est pas propice parce que c'est un cadre beaucoup plus ouvert pour discuter des questions sécuritaires. Je propose, c'est le député, je propose, c'est une motion incidente, que l'on renvoie les ministres à la commission de défense pour qu'ils aient discuté de cette question là-bas. C'est pour aussi épargner nos services de la divulgation des informations sur lesquelles ils travaillent. Ça, c'est la motion. Et le règlement, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que lorsqu'une motion est soumise, on prend 2 voix contre et 2 voix pour. C'est-à-dire, on choisit 2 députés qui viennent pour soutenir la motion et 2 qui viennent pour s'opposer à la motion. Après cela, on passe au vote. N'est-ce pas? Et lorsqu'on passe au vote, la majorité l'emporte. Ça signifie que si la majorité dit oui à la motion, on suspend, comme c'était la demande de la motion. Si elle dit non, on continue le débat. Mais ils sont partis maintenant. Voilà. Lorsque le vote a eu lieu, comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, nous qui dirigeons la plénière, nous sommes assis sur nos chaises. Et lorsque le vote a lieu, il y a des services administratifs, ce n'est pas des membres de nos cabinets, des services administratifs établis pour cela, qui font la comptabilité des voix et qui nous amènent le résultat. Oui. Nous, et ça donnait quoi? Nous, on publie. Le résultat a donné que la majorité était pour la motion. Donc, elle a obtenu que les débats soient suspendus, pas parce qu'on refusait de parler de la situation de l'état de siège, mais parce que le motionnaire a souhaité qu'on en parle en secret. Il faut qu'on clarifie parce que vous entendrez des gens qui vous disent que le Parlement était indifférent à la situation de nos compatriotes de l'Est. Le motionnaire n'a pas interdit que l'on ne discute pas de la question de la guerre. Il a insisté qu'il faut en discuter, mais pas en public. Il faut aller en commission parce que le débat porte des informations sensibles pour la défense nationale. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que... en privé. Est-ce que vous vous rendez pas compte que... Je crois que vous avez compris. Moi, j'ai compris. Les gens ont suivi aussi. Le choix démocratique d'un député de protester contre ce qu'il estime comme un vote qui désavantage la population est autorisé. C'est autorisé. Moi, la question, c'est est-ce que vous ne vous rendez pas compte que votre... Je ne vais pas encore utiliser l'acharnement, mais votre objectif primordial aujourd'hui à changer cette constitution. Mais pourquoi vous dites notre objectif primordial? Attendez. Le Parlement n'est pas encore là. Le Parlement travaille sur un instrument constitutionnellement exigé. Les cas déjà jetés. Les cas déjà jetés. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime qu'un citoyen s'élève et qu'il vienne dire au Parlement de ne pas légiférer et sur une matière contraignante, une matière que la Constitution vous avez prévoit. dit que
La souveraineté appartient au peuple. Au peuple. Ces opposants-là, ils sont aussi derrière eux. Elle appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum. C'est dit dans la Constitution. Oui, on a bien compris, mais ces opposants, ils ont aussi leur dit peuple. dans la Constitution. Ils ont aussi le peuple derrière Et vous savez, le Conseil constitutionnel français est allé plus loin pour dire que les représentants du peuple exercent cette souveraineté dans le cadre des institutions élues, pas en dehors des institutions. Oh, mais vous avez été parlementaire debout, vous n'avez pas d'institutions Pas élues. d'institutions. Vous n'avez pas des institutions élues à l'époque, mais vous clamiez que vous avez le peuple à l'époque. La question moi, que je vous pose, c'est quand on voit la ville de Kinshasa, le président vient de nommer le général Kassongo pour faire de la salubrité et même des embouteillages. Quand on voit l'Est, qui est coupé complètement, c'est un pays entier qui est coupé de la gouvernance. Quand on voit sur le plan international l'image qui commence à être écornée avec les images qui sont ici des opposants brutalisés, pas assassinés mais blessés presque, est-ce que ça ne vous préoccupe pas? Nous sommes très préoccupés. De consulter à toute franchise la classe politique par ces dialogues qui est entendu par tous. Nous sommes très préoccupés. Jimka, qu'est-ce que vous faites? vous parliez tantôt de... Même les dialogues, vous avez calendrier grec, vous c'est changement de constitution. Vous parliez tantôt de la Constitution. Vous savez que lorsque vous rentrez dans l'historique de cette Constitution, je vais répondre à toutes ces questions que vous venez de poser partant de là. D'abord, ceux qui se sont réunis comme constituants, on vous parle du Sénat, on vous parle de ceux qui sont allés à Kisangani. Les gens, avant de venir siéger au Sénat pour rédiger cette constitution, vous savez ce qu'ils ont demandé en premier? Non. L'amnistie. Oui. Ça signifie qu'ils ont reconnu qu'ils avaient le sang, ils étaient malpropres et n'avaient pas la légitimité de doter le pays d'un tel instrument. Ils l'ont fait parce qu'avant de venir siéger au Sénat, ils ont demandé l'amnistie, reconnaissant qu'ils avaient péché, ils avaient violé, ils avaient tué, ils avaient violenté nos mamans dans l'est du pays. Nous voulons maintenant aller nous asseoir pour rédiger la constitution à Kinshasa. Donnez-nous d'abord l'amnistie. Est-ce que vous comprenez? Ne fût-ce que pour cela. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'au moment où le peuple s'est doté des institutions démocratiques, de ses représentants légitimes, il est normal qu'il se dote des instruments de gouvernance propres? De deux, vous parlez de la ville de Kinshasa. C'est exactement le problème qui se pose aujourd'hui. Parce que nous avons institué les provinces avec un pouvoir autonome, avec une assiette fiscale autonome, différente du pouvoir central. Et nous avons mis en place des mécanismes de non-interférence dans la gouvernance provinciale. C'est qui ne se fait pas au quotidien. Et nous avons même... C'est qui ne se fait pas au quotidien. L'interventionnisme de Kinshasa est quasi permanent. Nous avons même dans cet article 220, le sacré article 220, institué que les pouvoirs des provinces et des entités décentralisées ne fassent l'objet d'aucune modification constitutionnelle. Ça signifie que même lorsqu'on aura constaté n'importe quelle faille... Mais vous les convoquez, le gouverneur ici, vous le bloquez ici. S'il vous plaît. Vous les changez comme vous voulez. Donc vous avez ces pouvoirs. Même lorsqu'on aura constaté n'importe quelle faille dans l'administration des provinces, n'est-ce pas, on n'a pas le droit de modifier la Constitution pour soit renforcer, parce qu'on dit ne pas réduire les prérogatives des provinces. Aujourd'hui, on ne peut pas les réduire. Et ces prérogatives des provinces s'accompagnent en principe des charges. Entre autres charges, c'est la poubelle. N'est-ce pas? C'est une prérogative des provinces. Et que toutes les provinces vous disent qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Pourquoi toutes les provinces vous disent qu'elles n'ont pas d'argent pour le faire? Est propre, mais parce que nous avons... J'étais à Lubumbashi, ce n'est pas propre, comme vous dites là. Il y a un effort qui est fourni. Et la province s'est plainte également de ne pas avoir de moyens pour faire ce qu'elle doit faire. Et maintenant, pour que les provinces aient ces moyens, parce que les matières liées, n'est-ce pas, au fonctionnement des provinces ne peuvent faire l'objet d'aucune modification. Après la province, l'entité directement décentralisée, c'est le secteur. Et citez-moi 5 secteurs dans ce pays qui peuvent, par leur fiscalité et par ce qui leur est dévolu, comme moyen pour fonctionner, faire fonctionner leurs entités. Donc, il n'y en a pas. Ceux qui se déploient aujourd'hui, qui vous disent qu'on ne peut pas toucher la Constitution, il y en a qui ont battu campagne sur cette thématique, vous disant ici sur votre chaîne
que moi, demain élu président, la première chose que je fais, c'est refonder l'État. On refonde l'État sans changer de constitution. Répondez à mes questions. Est-ce qu'on refonde l'État sans modifier de fond en comble une constitution? Vous voulez revenir. Et pour cela, maintenant, je voulais vous rappeler, n'est-ce pas, le dialogue. L'un des objectifs, s'il en faut, de changement de constitution sera, entre autres, parce qu'il faut résoudre le problème de fonctionnement de nos provinces. Il s'évince. Ça, c'est clair que depuis l'adoption de cette constitution, les choses indiquent que le mécanisme tel que ficelé pour le fonctionnement des provinces n'a pas fonctionné, ne va pas fonctionner. Et que la constitution dit qu'on ne peut pas la toucher à ce niveau-là. Article 220 oblige. On a compris. Deuxième élément, je vais venir là où vous parlez de la guerre. L'un des objectifs pour lesquels cette constitution a été mise en place, c'était ce cri de cœur. Plus jamais ça. Plus jamais quoi la guerre. Et on revient à ça maintenant. Et s'il vous plaît, vous nous ramenez là-bas. La constitution comme source de droit, elle est toujours née de ce qu'on appelle les facteurs de droit. Et ça, c'est sociologique. Quels sont les éléments qui ont fait qu'une constitution existe? Le désordre social qui a poussé une société à se doter d'une nouvelle constitution. Pour nous, ce désordre social, c'était en fait quoi? C'était la guerre qui sévissait depuis longtemps dans ce pays. C'était l'instabilité des institutions, n'est-ce pas? On est plein dedans. Mais parce que nous sommes pleins dedans, est-ce qu'il n'est pas, ce n'est pas le moment de se demander, cette constitution que nous avions élaborée pour qu'on n'ait plus jamais de guerre n'a pas réussi à empêcher la guerre. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'était ça son objectif majeur. J'ai parlé du dialogue. Il fallait vous avez signé je vais aller au dialogue. Vous avez signé avec je vais aller. Mais vous refusez avec les opposants que vous brimez. Je vais aller au dialogue. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question, alors que nous l'avions rédigé, nous l'avions adopté, sur base de ce slogan, plus jamais ça, qu'il n'y ait plus de guerre. Et aujourd'hui, nous avons la guerre. Nous l'avions adopté pour qu'il n'y ait plus d'instabilité institutionnelle. Et que nous avons instabilité institutionnelle aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question si cette constitution était celle qui allait empêcher cela? Vous parlez du dialogue. Pourquoi vous la fouillez? Et pourquoi est-ce Jimka, pourquoi est-ce nous avions adopté la constitution? L'objectif, c'était exactement que plus jamais qu'on ne recourt au mécanisme anticonstitutionnel pour régler les problèmes de la société. Désormais, tous les conflits devaient devoir se résoudre au travers les mécanismes constitutionnellement établis. Mais vous constatez vous-même que depuis 2006, lorsque nous avons adopté cette constitution, lorsqu'il y a des problèmes dans la société congolaise, tout le monde vous dit, mettez la constitution de côté, allons au dialogue. Ça signifie quoi? Chacun reconnaît que la constitution n'a pas résolu le problème. Elle n'a pas de la vôtre va régler le problème. Elle n'a pas de mécanisme. La vôtre va régler le problème. J'ai dit ceci. Je suis en train de vous parler. Vous parlez de dialogue, je vous réponds pour le dialogue. Pourquoi vous la Ça signifie que depuis que nous avons adopté cette constitution, et nous l'avions adoptée pour mettre fin à tout cela, mais chaque fois qu'il y a des problèmes, alors que nous avons mis en place des institutions qui devaient résoudre ces problèmes, chaque fois qu'il y a des problèmes, nous tous, on vit comme si cette constitution n'existe pas. C'est quoi le message clair? C'est qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas en mesure d'être le référentiel des problèmes que nous traversons. Il faut en sortir. Il faut la laisser de côté. Allons à côté de cela, résolvons le problème. Mais parce que la Constitution ne donne pas de réponse à ces problèmes-là, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre ces mécanismes-là auxquels nous recourons souvent et les constitutionnaliser pour que l'on ne divague pas? Aujourd'hui, tout le monde vous dit il n'y a pas de salut dans un autre nom que le nom du dialogue. C'est ce que les catholiques vous disent. Ça signifie qu'ils vous disent que la Constitution ne contient rien. Mais vous le fouillez. Non, je suis en train de vous expliquer. Lorsque les catholiques vous disent qu'il n'y a pas de salut dans un autre nom que dans le nom du dialogue, ils ont raison. Ils ont raison, n'est-ce pas? C'est parce que la Constitution n'est plus apte. Non, c'est pas ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. L'application des textes. C'est ce qu'ils disent. Ils sont allés plus loin pour vous dire que le dialogue va coucher sur quoi? Après le dialogue, nous allons adopter un pacte social de vivre ensemble. C'est un remplacement de l'actuel pacte social de vivre ensemble que nous avons. C'est parce que le pacte social de vivre ensemble que nous avons, c'est celui-ci. Les catholiques vous disent, déposez-les de côté, il est inapte. Professeur... Ce qu'ils vous disent, en fait, c'est que la Constitution est inapte à résoudre nos problèmes. Sortons de la Constitution. Et lorsqu'on dialogue, après le dialogue, nous allons adopter un pacte social de vivre ensemble, c'est-à-dire une nouvelle constitution. C'est ce que la Senco dit en français,
Et ceux qui le disent sont des docteurs, tous des évêques. Ils ont fait de grandes études, ils parlent très bien français. Ils disent que cette constitution n'est plus là, il faut faire autre chose. Vous allez vous souvenir. Je n'ai pas voulu citer le nom des gens ici. Non, citez. Les évêques ont même été premiers à dire que cette constitution ne peut pas ramener la paix dans ce pays. 2 semaines après son adoption, ils ont dit qu'il faut rentrer au peuple avec des personnes légitimes pour adopter une constitution qui va résoudre nos problèmes. Quelques temps après, un grand chantre de la constitution aujourd'hui, M. Olivier Kamitato, j'ai encore son interview sur... il était président du Parlement, comme vous. J'ai encore l'interview sur Jeune Afrique. Il était président du Parlement. J'ai encore l'interview sur Jeune Afrique. Oui. D'ailleurs, dernièrement, j'ai demandé à un journaliste de Jeune Afrique, à qui j'ai demandé de me renvoyer l'intégralité de cette interview. Il me l'a envoyé. J'ai lu ça avec toute la sensibilité possible. Il dit que cette constitution, c'est un mécanisme qui ne permet pas d'achever notre démocratie. Il faut la changer. Mais il faut attendre le Parlement qui sera élu, le prochain Parlement. Oui, c'est nous. Bon, est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il faut attendre le prochain Parlement pour qu'il en décide. Il le disait pendant la transition. Le prochain Parlement, là, c'est nous. Oui, il le disait pendant la transition. Moi, la question et donc, le dialogue n'est pas constitutionnel. Le juge ou le Conseil constitutionnel français, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit cet exercice de la souveraineté du peuple par ses représentants, c'est dans le cadre des institutions élues, pas en dehors. Pourquoi vous fuyez les dialogues? J'ai dit parce qu'il va vous rattraper. Le dialogue n'est pas... Il va vous rattraper. Pourquoi vous nous demandez de respecter la Constitution et vous nous demandez de sortir de la Constitution? Mais vous avez signé... Je vous donne l'interprétation... Vous avez signé avec Nanga déjà. Je vous donne l'interprétation du Conseil constitutionnel. Oui. Il a dit que cette souveraineté s'exerce par les représentants du peuple dans le cadre des institutions élues. Donc il faut que Nanga vienne dans les institutions. Mais parce que le Parlement est le pourquoi vous avez signé avec lui? Nous avons le Parlement qui est le plus représentatif. Pourquoi vous avez signé avec lui? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nos compatriotes de l'Est du pays, les députés provinciaux du Nord Kivu, du Sud Kivu, ils sont plus d'accord avec vous? Non, non, s'il vous plaît. Les élus du peuple du Nord Kivu et du Sud Kivu, aucun n'est à Goma. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et bravo à eux. Parce qu'ils sont restés fidèles à la République. Vous ont quitté le Parlement. J'ai dit que les collègues qui sont sortis de l'Assemblée... Ceux qui sont cooptés, ils ont quitté. Les collègues qui sont sortis de la salle ont fait leur travail. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Ils ont fait leur travail. Ils ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la décision prise par la majorité des députés dans l'hémicycle. Et ça, c'est démocratique. Vous voyez le monsieur qui est là. Ça, c'est démocratique. Que vous envoyez souvent... Le président Fachi Beton. Non, je parle du président et je parle de celui qui reçoit. Ouais. Je dis simplement que aujourd'hui, vous avez signé avec Nanga. Aujourd'hui, l'Est est en marge de ce que vous êtes en train de faire. L'Est n'est pas en marge. Je vous dis, Jimka, qu'il faut que les gens retiennent une chose. Mais c'est lorsque vous parlez... Non. Lorsque vous parlez de la loi sur... Vous avez fait les votes de 2023 sans eux. Lorsque vous parlez de la loi... Sans eux. Lorsque vous parlez de la loi sur les modalités d'organisation du référendum... Ils ne sont pas payés, les banques sont fermées, vous n'arrivez pas là-bas. Lorsque vous parlez de la loi sur les modalités d'organisation du référendum, vous dites que l'Est n'est pas concerné. C'est une loi comme les autres. Nous avons adopté la loi des finances dans ce Parlement-là, pendant qu'il y a guerre à l'Est. Est-ce que cette loi des finances... n'est pas destiné à résoudre les problèmes dans l'Est? Est-ce qu'elle ne paye pas les enseignants dans l'Est? Ah bon? Si nous ne l'avions pas adopté... Par quel canal? Si nous avions... Ebola est en train de frapper là-bas. Si nous avions attendu que la guerre cesse avant que nous n'adoptions la loi sur la loi des finances, que serait devenu ce pays? Non, mais donc, vous voulez tout simplement dire que... est en train de frapper là-bas. Est-ce que vous y allez? Vous voulez tout simplement dire que la République devrait aller en vacances parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais moi, je vous dis que vous-même, vous venez de le dire ici, que l'Est du pays est très bien représenté parce que vous avez dit que les députés de l'Est sont sortis, ils ne sont pas cooptés, les députés de l'Est sont sortis de la salle. Ça signifie qu'au moment où nous parlons, les compatriotes de l'Est qui sont dans cette situation que nous déplorons, une situation assez dégradée, une situation qui les chosifie, sont valablement représentés dans les institutions de la République. Ils sont au Parlement, ils exercent la souveraineté leur dévolue par le peuple conformément à l'article 5 de la Constitution. Alors, donc il n'y a pas de contradiction là-dessus. Mettez-vous debout, je vais vous poser des questions de confiance parce que les gens qui sont à la maison se disent toujours, mais quand vous invitez les responsables de l'IDPS
Il faut leur poser des questions directement. Oui, vous posez directement, je réponds directement. Dites-nous un peu. Les gens qui se réclament de vous, qui insultent les gens, qui se disent représentants, porte-parole du président. Vous en avez un qui a parlé à mon nom. Non, pas votre nom. Il passe souvent au nom du président. Et vous avez lu une ordonnance du président qui nomme un Pourquoi vous ne les désavouez pas? Non, j'ai dit, est-ce que vous avez lu une ordonnance du président? Pourquoi vous ne les désavouez pas? Ils ont même insulté la première ministre de la République. Vous voulez qu'on les désavoue dans quelle langue? Vous m'avez posé la question ici avant l'entrée. Oui. De Force de Progrès. Oui. Vous n'avez pas entendu le secrétaire Jean-Augustin Kabouya désavouer le comportement de Koulouna et des bandits qui ont infiltré nos combattants, qui se réclament soi-disant des Forces de Progrès. Il les a désavoués. Vous les arrêtez? Il les a... Mais nous allons les arrêter. Quand on les voit avec la police. Nous sommes un parti politique. Quand on les voit avec la police. Écoutez, nous sommes un parti politique, n'est-ce pas? Oui. Nous n'avons pas d'instrument pour arrêter les gens. Mais moi, je sais que chaque jour ici, notre police les arrête. Dernièrement, il y avait un groupe qui était à Binza, là-bas, vers Kanchach. Et vous les avez relâchés qui se réclamaient. Non, ils sont en prison. Vous les avez relâchés? Non, ils sont en prison. Vous pouvez vérifier. Ils ont été arrêtés, jugés en flagrance, condamnés. N'est-ce pas? Mais les quartiers généraux sont toujours là. Hein? Non, qui ça? Les quartiers généraux sont toujours là. Non. Nous, le parti IDPS, vous m'avez posé cette question. Lorsqu'il y a eu les manifestations de l'opposition, vous n'avez entendu aucun responsable de l'IDPS inviter les structures du parti à participer aux manifestations. Nous avons, nous, comme démocrates, laissé l'opposition faire ces manifestations. Je crois que l'opposition va avoir cette salubrité d'esprit pour que le jour que nous allons nous manifester aussi pour soutenir le chef de l'État par rapport à tout ce qu'il fait aujourd'hui. Mais qui va vous empêcher? Vous avez tout le pouvoir. Personne ne va vous bastonner comme vous avez fait de l'opposition. Lorsque nous allons nous aussi manifester pour soutenir le chef de l'État, pour tous ces bienfaits qu'aucun président n'a fait dans ce pays, des belles universités qu'il construit, des routes modernes qu'il est en train de réaliser, des villes qu'il est en train de moderniser, il faut que l'opposition ait cette salubrité d'esprit de nous laisser aussi manifester librement. Vous n'avez laissé personne manifester? À peine ils se sont réunis devant votre Parlement, vous les avez bastonnés avec vos militants. Bon. Tu as vu les images, je t'ai montré les images, machette à main, dans le QG d'un parti politique, et les machettes sont neuves. Ce n'est pas des machettes qu'on a ramassées, c'est des machettes qu'on est allé acheter la veille, on a distribué. Dernière question. C'est quoi maintenant la programmation de ce que vous avez planifié? Vous avez dans votre loi, ce référendum sans l'Est, vous allez le mettre quand? Non. Mais j'ai répondu 1000 fois à cette question. Mais quand la programmation des choses, nous, le Parlement de la République, oui, nous sommes en train de donner à notre peuple l'instrument qu'il a prévu dans sa Constitution. Vous l'avez fait? La loi portant modalité d'organisation du référendum. Alors, qu'est-ce qui vient après? C'est que dans sa révision de 2011... Dans cette session? Dans sa révision de 2011... Dans cette session, la session spéciale? Dans sa révision de 2011, oui, extraordinaire. La Constitution a prévu qui sont habilités dans l'État d'appeler le peuple au référendum. Maintenant, la programmation, c'est quoi? Si maintenant, dans cette session ou dans la session extraordinaire que vous allez convoquer, le chef de l'État, avant 2028, seul que ce peuple a élu, décide maintenant d'ouvrir la Constitution, de dire que pour telle question importante de sa vie, le peuple peut être appelé au référendum, il va le faire et ça ne violerait aucune disposition de la Constitution. Quand? Ça, c'est l'autorité du président de la République. La commission, c'est quand? La Constitution dit le président de la République est chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Et lui confère ses des potentialités, ses des pouvoirs. Et c'est à lui, dans son mandat lui confié par le peuple, de décider exactement comme le prévoit la Constitution et de dire qu'il appelle le peuple au référendum. Jean-Claude Chilomba, est-ce que l'IDPS est encore en phase avec les idéaux de Etienne Tshisekedi, avec le peuple d'abord, avec la dénomination même pour la démocratie et la progression sociale? Est-ce que vous êtes encore en phase avec tout ça? Tout ce que je vous démontre qui a été fait en seulement 7 ans,
En seulement 7 ans, nous sommes partis de 3000 km de route, n'est-ce pas? Non, ne vous répétez pas. J'ai dit en En phase seulement 7 avec ans, les idéaux. nous sommes partis de 11% d'électricité à peu près 28% aujourd'hui. En seulement 7 ans, nous avons construit plus de 1000 écoles, ce qui n'a pas été fait depuis l'indépendance. En seulement 7 ans, nous avons réalisé 7 aéroports, des grands aéroports, et tout ça, c'est contraire à la volonté du peuple. En seulement 7 ans, nous réalisons cette grande université que vous ne trouverez nulle part autour de nous. En seulement 7 ans, toutes nos villes sont en train d'être asphaltées, ce que vous n'avez jamais vu On n'est pas en avant. campagne électorale. En seulement 7 ans, nous L'émission est avons terminée. multiplié Non. fois 10 le nombre Vous n'êtes pas venu faire la d'enseignants campagne. mécanisés. Oui. En seulement 7 ans, nous avons construit 1000 centres de santé. Tout cela, vous continuez de poser la question si nous sommes restés dans l'esprit du peuple d'abord. Merci beaucoup. Qui l'a fait avant nous? L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, l'émission est terminée. Vous avez bien compris que IDPS continue à dire qu'ils sont en phase, mais le peuple, lui, ici ailleurs, dit qu'ils ont dérapé. Enfin, j'attends ceux de l'opposition, de la société civile, à venir s'asseoir également ici pour nous dire le contraire. Bonne soirée à vous.